Merci d'être fidèle à ce rendez-vous des conférences du lycée Jean Zay, une conférence philosophique par mois sur vos notions de programme en classe prépa. Aujourd'hui, la théorie de la justice chez John Rawls. Pourquoi ce choix? Eh bien, parce que la notion de justice concerne les classes de Cagne, puisque le droit fait partie des deux thèmes au programme, concerne également les classes économiques et commerciales, puisque il est question de la société pour ceux ou celles d'entre vous qui sont venus, et John Rawls parle de la justice sociale, de la justice comme organisation de base de la structure sociale. Et puis ce thème concerne à plus forte raison les élèves des séries scientifiques qui là ont la justice au programme. Quelques élèves m'ont demandé mais est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit venir? J'ai dit naturellement, vous pouvez et vous devez venir. Voilà. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ici à ma droite Astrid van Buskist, qui non seulement est familière de la pensée de John Rawls, c'est pourquoi je lui ai demandé de s'exprimer sur ce sujet, mais est professeure à l'Institut d'études politiques de Paris, et elle a une formation en, je dirais, est-ce qu'il faut dire philosophie ou sociologie politique? Tu es entre les deux, d'accord, tu diras entre les deux. C'est une agrégée de sciences politiques. Alors si je précise ça, c'est parce que vous êtes habitués en classe prépa, et particulièrement dans les prépas littéraires, en niveau Cagne en Cagne, à étudier les questions politiques à partir des grands classiques de la philosophie politique. Ça commence à Aristote et ça s'arrête généralement à Hegel. Il est rare que les auteurs soient plus contemporains, et ce sans aucune réflexion, sans aucune relation le plus souvent avec l'histoire des idées politiques. On fait de la philosophie politique sans la politique, et dans les devoirs, vous êtes invité à restituer, habilement ou non, des connaissances qui portent soit sur la citoyenneté antique, soit sur les théories contractualistes. Alors j'ai pensé que ce serait bien que vous ayez aussi une autre approche qui est celle des sciences politiques. Certes, philosophie aussi, Astrid vient de le dire, mais qui renouvelle un peu l'approche de vos sujets. Voilà, Astrid, je te donne la parole et je te remercie. Merci beaucoup. Bonjour et bonsoir à tous. Merci à Antoine de me faire l'amitié de vous parler. Ça va, vous m'entendez? Donc, je vais vous parler, j'ai intitulé ma présentation de Justes inégalités parce que ça correspond assez bien à Rawls, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais peut-être d'abord dire 2-3 mots sur cet auteur. Antoine a apporté son premier livre, enfin le premier livre, celui qui l'a fait connaître. C'est un auteur donc américain qui est mort il y a une petite dizaine d'années. C'est un philosophe qui appartient grosso modo à la philosophie morale américaine, et c'est un auteur très stimulant pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a réveillé la théorie politique et la philosophie politique qui s'étaient tout doucement endormies, en France aussi, depuis la mort des grands ancêtres totémiques, et qui a véritablement secoué la pensée avec cet ouvrage qui est apparu en 1971. Donc première raison de l'aimer. Voilà. Il a fait beaucoup pour la théorie et pour la philosophie politique. Et la deuxième raison pour laquelle il est encore plus admirable, c'est qu'il a pris extrêmement au sérieux toutes les critiques que lui ont adressées ses contempteurs.
C'est-à-dire que c'est une œuvre un peu difficile pour cette raison-là, qui est à la fois répétitive parce qu'il tient à ce qu'il a dit dans son premier ouvrage, mais en même temps, c'est une œuvre qui a beaucoup évolué sur les 30 ans sur lesquels elle s'est déployée, parce que précisément, il a pris au sérieux chacun de ses adversaires et chacun de ses critiques, de sorte que sur plusieurs plans, son œuvre s'est transformée. Il a rendu les armes à certains, il a tenu bon sur certains principes qui lui tenaient très à cœur, et il a du coup non seulement réveillé la pensée politique, mais il a aussi instauré un mode de dialogue entre différents savants, entre différents chercheurs. Et enfin, troisièmement, il s'est aussi impliqué dans la vie politique, juridique, sociale américaine, puisqu'il écrit sur la société américaine, bien qu'on peut très bien lire sa théorie comme une théorie abstraite. Enfin, sachez que le fondement, c'est bien la démocratie constitutionnelle américaine. Et il a écrit, par exemple, des mémoires à la Cour suprême sur le droit de mourir dans la dignité ou d'autres sujets d'importance et qui faisaient partie du débat public américain. Il s'est exprimé dans un certain nombre de revues lues au-delà du petit cercle universitaire. Et donc, il fait partie de tout un groupe de philosophes qui se sont à la fois impliqués dans le monde universitaire, académique, et dans le monde public. Donc, pour ces raisons-là, c'est un auteur qui est frais. Il est malheureusement mort il y a quelques années, mais il a laissé derrière lui un héritage gigantesque parce qu'il a été pensé, repensé, lu, relu par énormément d'auteurs d'horizons très divers. Bien. Alors, d'une certaine manière, c'est aussi un auteur classique. Il a commencé par être kantien. Ses premiers articles datent des années 50. Il a travaillé sur la théorie de la peine pénale, à partir d'un certain nombre d'instruments qu'il emprunte à Kant. Et d'ailleurs, il emprunte toujours à Kant. La seule différence entre les deux, c'est qu'il refuse de dire qu'il fait, et il ne le fait pas d'ailleurs, de la métaphysique, parce qu'il fait de la politique. Et je dirai un mot sur cette distinction tout à l'heure. Pour lui, Kant est un libéralisme métaphysique, alors que lui-même fait un libéralisme réfléchi, en tout cas un libéralisme politique. Bon. Cela étant dit, il a donc réfléchi à la justice, à la manière de bien ordonner une société. Et la question qu'il pose, mais qui est posée par beaucoup d'autres que vous connaissez, que vous avez étudié sans doute, c'est celle-ci: selon quel principe ordonner une société juste? Comment est-ce qu'on peut collectivement se mettre d'accord sur un certain nombre de principes pour qu'une société soit considérée juste et les transactions sociales comme équitables? Bon, ça, c'est la question centrale qu'il pose dans ce livre et dans ceux qui suivent. Je vais vous en montrer un certain nombre tout à l'heure. Et il pose donc cette question, mais il la pose aussi contre un certain nombre de théories préalables. Et il me semble qu'il faut que je vous en dise un tout petit mot avant d'attaquer Rawls. C'est pas totalement arbitraire, ce que je vais vous dire maintenant. En tout cas, le choix des différentes théories n'est pas totalement arbitraire, bien sûr, mais il sert un propos analytique. Donc, je vais aller assez vite, mais il faut que vous sachiez que Rawls, délibérément, et il l'annonce très clairement dans ses ouvrages, écrit contre la théorie du mérite moral, contre l'utilitarisme et contre le libertarisme. Bon, je vais en dire un mot maintenant, c'est assez simple, ce sont des pensées complexes, bien entendu, mais qu'on peut résumer, en tout cas, ramener à leur plus petit dénominateur commun pour comprendre ce que Rawls en a fait ou contre qui il a pensé. Donc, je vais commencer par là, et je vous dirai ensuite, après avoir parcouru les méandres de la pensée de Rawls en essayant de simplifier, de parler de ses principaux critiques. Alors, je disais, il écrit contre un certain nombre d'autres théories de la justice. Une première, qu'on pourrait appeler le mérite moral, dirait: une société est juste, puisque c'est de ça qu'il s'agit, les institutions sont bien ordonnées si elles donnent aux individus en fonction de ce que les individus lui donnent à elles. Donc, on récompense la contribution de chacun des individus à la société. Et une société est juste si elle récompense justement et à sa juste valeur la contribution des individus à la société.
Il y a des variantes, l'une avec laquelle qui vous est peut-être plus familière, la variante aristotélicienne, pourrait-on dire, qui est celle de la meilleure adéquation entre les talents des individus et leur rôle social. Si cette adéquation est parfaite, alors une société peut être dite juste. Les meilleures flûtes vont aux meilleurs joueurs de flûte. Voilà. Première approche que Rawls récuse, et vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Deuxième, là c'est évidemment une simplification que j'espère pas trop grossière, Rawls écrit contre les théories utilitaristes. Alors l'utilitarisme a un certain nombre de branches, un certain nombre d'auteurs qui sont plus ou moins libéraux, plus ou moins sévèrement utilitaristes ou conséquentialistes, et on pourrait résumer en simplifiant, en disant que si les institutions permettent de maximiser, mais ça ce sont des pensées qui vous sont sans doute familières, le bien-être agrégé, si elles permettent la somme de satisfaction agrégée la plus élevée pour l'ensemble des sociétaires, elles sont dites justes. Il y a des variantes. C'est donc une pensée qui regarde les conséquences de nos actes. C'est pour ça qu'on dit aussi que c'est une pensée conséquentialiste. Donc on s'interroge sur la conséquence, sur la finalité des actions sociales. Donc la valeur des choses est fonction de leur utilité. Et dans cette pensée, le tout prime d'une certaine manière sur l'individu. Alors encore une fois, il y a 1000 nuances, mais l'idée principale est celle-ci. Alors le problème de cette pensée, de la pensée utilitariste, est évidemment de mesurer ce bien-être agrégé et de comparer les préférences individuelles. Comment faire pour, c'est ce qu'on apprend aux enfants, on ne peut pas additionner les pommes et les poires, or comment pourrait-on agréger et comparer les préférences individuelles des sociétaires pour aboutir à un résultat qui serait dit celui de la maximisation du bien-être agrégé. Mais ce que Rawls récuse plutôt dans cette pensée-ci, et ça va devenir plus clair lorsque je parlerai de lui, c'est la pensée conséquentialiste et d'une certaine manière la pensée sacrificielle, c'est-à-dire l'individu compte moins que le tout social. On regarde le tout avant de regarder la contribution de chacun. Troisième manière de concevoir une société juste, celle qui est portée par les libertariens, qui est une branche qui peut être de gauche ou de droite, peu importe ici, mais qui est une branche du libéralisme, qui est une version musclée du libéralisme, où c'est tout le contraire, où c'est l'individu qui prime toute autre considération, et où les droits fondamentaux de l'individu doivent primer sur toute forme d'organisation sociale. Je suis propriétaire de moi-même et personne ne pourra rien y changer. Une société juste est une société qui laisse les individus, un, propriétaires d'eux-mêmes, deux, les autorise à passer des contrats entre eux, et ces contrats sont dits justes lorsqu'ils ont été volontairement engagés par les sociétaires. Et enfin, troisièmement, c'est la clause lockéenne, si vous voulez, tout ce que j'améliore par mon travail devient mien, et on ne peut pas me l'enlever. Et on peut d'autant moins me l'enlever que dans cette théorie de la justice sociale, toute forme de redistribution est une coercition. On ne peut pas m'enlever le fruit de mon labeur. Et toute forme d'imposition, de fiscalité par exemple, est assimilée au travail forcé et donc à l'esclavage et donc est injuste. J'ai droit au fruit de mon labeur. Bien. Donc ce que Rawls récuse dans cette théorie-ci, ou dans cette approche-ci, n'est pas tant que l'individu prime le tout, mais qu'il n'y a aucune forme de coopération sociale organisée dans cette approche. Alors qu'est-ce qu'il dit lui-même, Rawls ? Il y a deux approches de Rawls, je vais en dire un mot dans un instant, mais laissons-le parler lui-même. Les principes de justice sont ceux que des individus libres et rationnels, désireux de favoriser leurs propres intérêts et placés dans une situation initiale d'égalité, accepteraient et définiraient comme les termes fondamentaux de leur association. Ça sonne relativement classique,
c'est-à-dire il faut que nous nous mettons collectivement d'accord sur un certain nombre de principes, c'est ce qu'il dit ici, ce qu'il appelle le paradigme de la coopération, qui est donc ni celui d'individus atomisés, librement flottants dans la société, bien que dotés de droits fondamentaux comme dans le libertarisme, ni une théorie du tout social qui primerait sur l'individu, mais un paradigme de coopération sociale. Et dans ce schéma, eh bien, la justice n'est ni un donné a priori, mais est la conséquence d'une délibération bien menée entre sociétaires sous certaines conditions spécifiques que je vais évoquer dans un instant. Le résultat de cette délibération est juste, les principes sur lesquels les sociétaires se mettent d'accord sont justes, si la situation initiale de dialogue entre les uns et les autres est juste. J'ai presque résumé la pensée de Rawls à l'instant, mais on va y revenir plus en détail, parce qu'il y a un certain nombre de passages un peu techniques dans son œuvre. Alors, prenons un exemple tout de suite pour tester si c'est tout à fait clair. Il y a un bel exemple d'Amartya Sen, prix Nobel d'économie, par ailleurs philosophe qui a beaucoup réfléchi à la justice, à la démocratie, aux indices de développement humain. Enfin bon, il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Voilà l'exemple qu'il donne. 3 enfants se chamaillent pour une flûte. Anne est la seule à savoir en jouer. Bob est le plus pauvre et il n'a pas de jouet du tout. Et Clara a travaillé pour fabriquer la flûte. À qui doit revenir la flûte ? Question qu'il pose. Et il prend ça comme préalable à une réflexion, à sa propre réflexion sur la justice qui est assez proche de celle de Rawls. Alors, pour l'utilitariste, mais aussi pour Aristote, comme quoi les choses, les lignes de clivage ne sont pas si claires que ça, Anne, puisque son plaisir sera le plus grand, et elle sait en jouer. Pour le libertarien, mais aussi pour Locke, j'ai droit aux fruits de mon travail, mais aussi pour le marxiste, eh bien à Clara, parce qu'elle a droit justement à ce qu'elle a fabriqué de ses propres mains. Pour Rawls, c'est plus compliqué. Il faudrait que les enfants se mettent d'accord entre eux. Il faudrait qu'ils débattent du propriétaire de la flûte le plus juste. Vraisemblablement Bob, parce que c'est le plus pauvre. Pourquoi ? Parce qu'une des idées importantes de Rawls est de dire que dans toute situation de justice, ou qui en approche, eh bien, les moins bien lotis doivent être dotés du maximum. Ceux qui en ont le moins doivent, toutes choses égales par ailleurs, en obtenir le plus lorsque nous débattons d'une juste distribution. Vous allez voir dans son exemple, ça va être tout à fait clair dans un instant. Alors, la justice comme équité. Ce n'est pas n'importe quelle théorie de la justice, c'est pour ça que j'ai aussi appelé ma présentation de justes inégalités, puisque Rawls n'est pas aveugle, il voit le monde qui l'entoure, et il est bien conscient qu'il y a des inégalités et qu'il est vain de tenter de les éradiquer toutes. Ce à quoi il tend, c'est une justice comme équité, fairness en anglais, c'est-à-dire un traitement non pas nécessairement égal de tous les sociétaires, mais équitable de tous les sociétaires, ce qui pour lui est une version plus réaliste. Alors, voilà quelques-uns de ses livres. Ça, c'est celui de 71, c'est celui-ci, qui a été traduit tardivement, d'ailleurs, une dizaine d'années plus tard. Et le dernier, c'est La justice comme équité, qui a été traduit en français sous le même titre, La justice comme équité, par Bertrand Guillarme, il y a quelques années. Alors, que dit-il ? On rentre dans le vif du sujet de Rawls. À quoi ressemblerait, c'est la question qu'il pose, à quoi ressemblerait une société démocratique juste, dans des conditions raisonnablement favorables mais historiquement possibles, ça c'est la partie réaliste de l'utopie, conditions autorisées par les lois et les tendances du monde social. Quels idéaux et quels principes une telle société chercherait-elle à réaliser, compte tenu des circonstances de la justice dans une culture démocratique telle que nous les connaissons. Donc il ne réfléchit pas en l'air, il réfléchit à partir d'un certain nombre d'éléments disponibles pour la pensée dans une société
démocratique contemporaine. Il propose une sorte de nouveau contrat social. On peut le rattacher à la pensée contractualiste qu'Antoine évoquait tout à l'heure. Donc à partir de la question de l'image précédente, 3 sous-questions, si vous voulez, qui permettent d'expliquer une partie du but de Rawls. Comment collectivement donc décider de principes de justice qui garantissent l'égale liberté? C'est très important. L'égalité et la liberté sont également importantes. Et j'aurais pu dire tout à l'heure, Rawls tente aussi, dans son entreprise, de concilier 2 types de philosophie ou 2 types de priorités. D'une part, l'égalité qui serait plus importante que la liberté, une liberté qui serait seconde par rapport à une égalité première, ou réciproquement. Lui tente, ou se fixe comme objectif, de penser l'égale liberté. Liberté, égalité ont la même place et la même importance dans sa pensée. C'est tout à fait important. Comment garantir, deuxième question, un accès équitable aux ressources communes? Encore une fois, on ne demande pas un accès égal à toutes les ressources communes, mais on demande un accès équitable. Il faudra se mettre d'accord ensuite sur ce que veut dire équitable. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que d'avoir un accès équitable aux ressources communes, c'est-à-dire aux biens sociaux? L'équité est donc plus importante que l'égalité stricte dans cet esprit. Mais encore une fois, il faut que les sociétaires, dans ce paradigme de coopération, se mettent d'accord sur ce qu'ils jugent équitable, précisément lorsqu'il s'agit de distribuer des biens sociaux, à la fois matériels, mais aussi immatériels. Et enfin, troisièmement, très important, je disais tout à l'heure que la société ou le résultat de la délibération n'est juste que si la situation originelle, donc celle dans laquelle les citoyens débattent effectivement, est juste. Comment oublier, dit Rawls, notre condition spécifique lors du choix des principes de coopération sociale juste, tout en sachant que ces choix sont contraignants dans un monde réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous débattons de principes de justice pour une société à venir, plaçons-nous dans l'optique contractualiste, il faut que nous soyons, pour pouvoir respecter ce principe d'équité, mais aussi d'égalité entre les sociétaires, il faut que nous soyons ignorants de notre propre sort dans la société à venir. Si nous savions ce que nous allons être dans la société à venir, alors nous ne pourrions pas prendre les décisions justes. Autrement dit, je dois ignorer ma place, mon statut social, les talents que je possède, la richesse que je possède dans la société à venir. Et c'est ça qu'il appelle la justice comme équité. D'accord ? Comment ? Comment est-ce qu'on parvient à cette utopie réaliste ? Selon Rawls, et là-dessus il est extrêmement normatif, il dit que, en raison, placés dans cette situation-là, eh bien, nous nous accorderions, non pas sur 36 principes, non pas sur 4, mais sur 2. 2. En raison, nous déciderions que seuls 2 principes, 2,5 en vérité, peuvent régir convenablement, équitablement une société juste. Voilà, 2. Alors, comment est-ce qu'il aboutit à ces 2 principes ? Je vais essayer de l'expliquer par tableaux successifs, parce que son œuvre est une œuvre extrêmement ordonnée qui procède par tableaux logiques, emboîtés et successifs. Premier tableau, ce qu'il appelle la position originelle ou le voile de l'ignorance. Vous en avez peut-être entendu. Quelqu'un a lu Rawls dans la salle ? Personne ? Il faut lire, c'est formidable. Alors, le voile d'ignorance, qui est devenu même une métaphore pour un certain nombre de philosophes du monde contemporain aujourd'hui, qui l'utilisent eux aussi comme un mécanisme de pensée, de procédé de représentation, consiste à dire que ce qui n'est pas pertinent, ce qu'il n'est pas pertinent de savoir pour nous aujourd'hui pour débattre des principes
de la société à venir, eh bien, nous devons l'ignorer. Donc le voile de l'ignorance est un procédé de représentation qui dit tout simplement « oublions qui nous sommes aujourd'hui parce que ce n'est pas important, puisque nous devons raisonner comme si nous ne savions pas qui nous sommes, ou plus exactement, ce que nous serons dans la société à venir », ce qu'il appelle le voile de l'ignorance. Et cette ignorance, comme je le disais à l'instant, est la condition d'un raisonnement bien mené sur les principes sur lesquels nous nous arrêterions. Et encore une fois, Rawls pense qu'il n'y en a que deux. Qu'est-ce qu'on sait sous le voile et qu'est-ce qu'on ne sait pas? C'est important. C'est important dans la mesure où c'est une utopie réaliste. Donc, et qui s'adresse à des sociétés, c'est pas la peine, il y a trop de choses là-dessus, je vais vous expliquer. Mais enfin, en même temps, c'est intéressant, vous pouvez le lire. Dans ce voile d'ignorance, plus exactement, il est important de savoir ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agit de sociétés historiques et de démocratie constitutionnelle. Donc il y a un certain nombre de choses qui appartiennent à notre culture politique que nous savons, tout simplement. Nous savons aussi que les individus ont des DMC, c'est l'abréviation pour doctrine morale et compréhensive. Oubliez, c'est compliqué, ça veut tout simplement dire des visions du bien différentes. Des visions du bien, c'est-à-dire, pour le dire en termes grecs, des visions de la vie bonne. Voilà. Nous avons tous des aspirations différentes, des visions de la vie bonne différentes et des religions différentes. Rawls parle en particulier des religions. On a une idée, bien qu'ignorant de notre sort futur, sur la psychologie générale de nos concitoyens. On sait à peu près que les hommes veulent posséder un certain nombre de choses, sont mus par un certain nombre de choses, et nous savons aussi qu'il y a un certain nombre de principes de justice en concurrence. Bob, Clara et Anne. À qui doit aller la flûte? On sait que ce n'est pas une question qui se tranche facilement, et que donc il y a des modes de pensée, à la justice en concurrence, et il faut trouver la bonne voie ensemble. Et enfin, on sait, et ça c'est la partie encore une fois réaliste de l'utopie dont je parlais tout à l'heure, nous savons que les choix que nous faisons sous le voile seront contraignants pour la société à venir. C'est ce que Rawls appelle la stabilité du contrat. C'est-à-dire qu'il faut bien que nous sachions qu'on ne peut pas changer d'avis demain une fois qu'on s'est tous décidés sur les principes sous le voile d'ignorance. On sait que ces principes-là, ils seront retenus, ils seront appliqués, ils seront coulés dans le marbre de la loi et donc il faut les respecter. D'accord? Donc c'est le caractère contraignant des principes, donc c'est une grosse responsabilité. Ce que nous ne savons pas en revanche, c'est notre couleur de peau, notre appartenance ethnique, notre appartenance religieuse, la langue que nous parlons, la génération à laquelle nous appartenons, si nous avons des talents ou pas. Est-ce que je serai un très grand violoniste dans la société à venir qui me permettra de gagner ma vie grâce à mon seul talent? Je dirai dans un instant pourquoi c'est important que nous ne sachions pas nos talents. Enfin, je peux le dire tout de suite, c'est parce que c'est moralement arbitraire. C'est-à-dire qu'on n'a pas décidé d'avoir un talent particulier, on a été béni de ce talent particulier. Or, ce n'est pas parce que nous avons été bénis de ce talent particulier, qui est moralement arbitraire, que nous devrions pour cela occuper un statut, un rôle, une fonction sociale particulière. Donc, dans cette pensée de la justice, il faut aussi penser à tous ceux d'abord qui n'ont pas de talent, et peut-être aussi à ceux qui sont handicapés, par exemple, pour qu'ils puissent être des participants pleins de la société. D'accord ? On sait aussi, malgré tout, que nous vivons dans une époque de relative rareté des biens à distribuer, des biens matériels en particulier. Donc on ne peut pas être flambeur sous le voile. On sait qu'il faut distribuer une manne limitée. Ah. Ça, c'est ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Rawls le dit comme ça. Les principes, et ça c'est un addendum des ouvrages ultérieurs, parce qu'on lui avait reproché de penser dans le vide, or, en vérité, il pense à une société concrète, on ne peut pas se détacher d'une pensée d'une société concrète avec sa culture politique. Les principes de justice qui font l'objet de l'accord ne sont donc pas déduits des conditions de la position originelle, ils sont sélectionnés à partir d'une liste donnée, sélectionnés au sens que je viens de dire.
La position originelle est un procédé de sélection, on procède par élimination, si vous voulez, qui fonctionne sur la base d'une famille familière de conceptions politiques que l'on peut trouver dans notre tradition de philosophie politique ou qui sont façonnées par elle. Ça, c'est en vérité une réponse à tous ceux qui ont reproché à Rawls de penser de manière totalement détachée de la vraie vie. Il dit non, on peut tout à fait concevoir notre enracinement dans une culture démocratique, politique donnée, et à partir de là, réfléchir aux principes que nous allons sélectionner pour la société à venir. D'accord ? Deuxième tableau. On est donc sous le voile d'ignorance et on doit choisir ce que nous retenons pour la meilleure et la plus juste organisation sociale à venir. Et j'avais dit que nous nous arrêterions sur deux principes, n'est-ce pas ? Alors, 2 secondes. Parmi les biens sociaux disponibles, il y en a de différentes sortes. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sélectionnons pour partie à partir d'une liste. Bien. Donc il y a à la fois ce qu'il y a à distribuer, à la fois en termes de biens matériels et immatériels, puisqu'on peut lire tout Rawls à travers une clé unique qui serait celle de l'égale dignité. On peut le lire à travers un prisme économique et social, d'une part, la redistribution des biens matériels, et à travers un prisme politique, d'autre part, c'est-à-dire comment faire pour faire fonctionner l'espace public, mais on pourrait très bien, et ce serait tout à fait légitime, lire Rawls à travers une unique entrée, qui est celle de l'égale dignité des sociétaires. Comment assurer socialement, collectivement, que chaque individu soit également digne et également respecté. Je reviens aux biens sociaux, ils sont donc de différentes natures. Ils sont de nature économique et sociale et de nature politique, en plus de nature morale, puisqu'ils renvoient à cette assurance sociale de l'égale dignité. Alors, il y a un peu trop de choses sur cette image, mais je l'ai déjà dit d'une certaine manière. Ces biens sociaux primaires qu'il faut qu'on distribue sont naturels d'une part, la santé, les handicaps. On ne sait pas, encore une fois, ce qu'on sera dans la société à venir. On ne sait pas si on sera en bonne santé ou si on est handicapé. Et donc ça, c'est les dotations naturelles, mais qui sont, encore une fois, moralement arbitraires. Personne ne choisit de naître malade, handicapé, et personne ne peut malheureusement choisir de naître avec un talent magnifique. Bon. Donc, naturels et sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire des biens primaires sociaux ou des biens sociaux primaires? Ce sont, et c'est très important, puisque Rawls est aussi un libéral, et c'est avant tout un libéral, les moyens généraux requis pour se forger une conception de la vie bonne, donc il n'élimine pas cette aspiration individuelle à mener la vie bonne que nous choisissons, bien sûr, et en poursuivre la réalisation, quel qu'en soit le contenu. La société doit donc assurer à chacun qu'il puisse librement, dans la mesure du possible, poursuivre ses propres aspirations et réaliser les buts qu'il s'est fixés. D'accord ? Alors, dans les libertés, évidemment, nous rangeons des choses classiques que nous connaissons bien, le droit de vote, l'éligibilité, la liberté d'expression, de réunion, la conscience et la pensée, la propriété personnelle et toute forme de protection contre l'arbitraire du Léviathan. Les avantages sociaux économiques touchent évidemment aux revenus, à la richesse, donc les biens sociaux matériels à distribuer, le pouvoir et les prérogatives, c'est-à-dire l'accès à un certain nombre de fonctions de pouvoir et ce qu'il appelle les prérogatives, les bases sociales du respect de soi. Pourquoi des bases sociales du respect de soi? Parce que ce n'est pas uniquement une reconnaissance mutuelle de notre commune humanité, c'est une reconnaissance qui doit être socialement portée, de sorte que chacun dans la société puisse, quelle que soit sa position, même s'il atterrit à la position la plus basse et la moins favorable, eh bien, bénéficier d'une image de soi positive et qui lui est renvoyée de la même manière positive par la société. C'est ça qu'il veut dire par là. Et ça, il dit, une société de coopération peut assurer cela
précisément par les principes de justice dont je vais parler dans un instant. Et le loisir, ça c'est plutôt drôle, il a ajouté le loisir tardivement dans la liste des avantages, parce qu'un de ses critiques lui a écrit, et ça a été publié d'ailleurs, et lui a demandé « Mais qu'est-ce qu'on fait des surfeurs de Malibu ?» Ils veulent surfer, ils veulent rien faire d'autre, ils veulent pas contribuer à la société. Est-ce qu'il faut quand même les prendre en considération? Est-ce qu'ils doivent, par exemple, accéder au revenu minimum, à l'allocation universelle, etc. Et Rawls a dit c'est quand même très compliqué parce que ce qu'on distribue, en tout cas matériellement, c'est les revenus du travail. Mais en libéral, j'accepte qu'existent les surfeurs de Malibu. Simplement, ils ne peuvent pas compter sur notre entière, c'est un peu compliqué, sur notre entière coopération, mais je les ajoute. En tout cas, je suis prêt à ajouter le loisir. Le loisir doit faire partie de ce que nous méritons tous, que nous allions surfer à Malibu, pour ceux qui le peuvent, ou que nous fassions autre chose. D'accord ? Bon. Alors maintenant, les principes. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Quels sont les principes de justice effectivement choisis? C'est le plus important, puisque Rawls dit si nous raisonnons, et toute chose égale par ailleurs, et si tout est mûrement pesé, voici ce que nous ferions. Il y a deux principes. Le deuxième se divise en deux sous-parties. Le premier principe, dit d'égale liberté, principe d'égale liberté, dit, mais ça je peux le mettre sur le site pour que vous l'ayez en tête, enfin c'est en même temps dans tous les bons livres, et puis en particulier chez Rawls lui-même, c'est assez simple. Le système juste, donc, doit garantir à tous l'accès le plus étendu possible aux libertés fondamentales, compatibles avec l'accès de tous les autres. Bon, donc assurer, mais c'est plus que la liberté négative, j'en dirai un mot dans un instant. Donc un accès égal de tous, égale liberté, à toutes les libertés fondamentales, et notamment ceux de la liste des biens sociaux primaires qu'on vient de voir sur l'image précédente. Or, Rawls est un réaliste, et il sait très bien que même si cela est assuré, même si nous avons tous un accès égal aux libertés fondamentales, il restera des inégalités, pas seulement en termes de biens matériels, mais aussi en termes de biens immatériels. Que faire? Eh bien, si des inégalités demeurent, et on sait qu'il en demeurera, eh bien, il faut avancer et énoncer deux principes supplémentaires. Le premier, le plus important, le 2A, si vous voulez, s'appelle le principe de différence. Le principe de différence dit une chose relativement simple, dit les inégalités doivent être au bénéfice des moins avantagés. Si donc des inégalités persistent, il faut arranger le système social de coopération de telle manière à ce que la part des moins bien lotis soit maximisée au maximum. D'accord ? C'est ce qu'il appelle le maximin. J'y reviens dans un instant. Donc, si des inégalités demeurent, la distribution de ces inégalités est très importante et doit bénéficier à ceux qui sont les moins bien lotis. D'accord ? Je vais en redire un mot dans un instant. Et enfin, très important aussi, à talent égal, donc le principe dit d'égalité des chances, à talent égal, les chances doivent être égales aussi. Ça ne veut pas dire, encore une fois, il ne s'agit pas d'égaliser les conditions. On ne fera jamais d'un non-voyant un pilote. Ce n'est pas l'idée. L'idée est simplement que lorsque les talents sont égaux ou comparables, alors le système doit faire en sorte pour que les chances d'accéder à un certain nombre de fonctions, par exemple, doivent l'être également. Je vous donnerai un exemple, je sais pas moi, la question de la discrimination positive, par exemple. Ça, c'est typiquement une inégalité juste, en tout cas aux yeux de Rawls. Si vous êtes un membre de la communauté noire texane d'une famille monoparentale habitant dans un quartier pauvre, vous avez à peu près 0 chance d'accéder à l'université. Bon.
En revanche, si vous êtes un garçon blanc des bons quartiers qui a été dans le bon lycée, eh bien, vous avez toutes les chances d'accéder à l'université. Bon. Alors, quel est le correctif qu'ont inventé un certain nombre d'universités américaines, pas texanes d'ailleurs, au Texas ça se passe de manière un tout petit peu différente, parce qu'il y a un cas célèbre à la Cour suprême, eh bien, elles se débrouillent pour essayer de compenser les handicaps sociaux des populations les moins bien loties, les moins favorisées, et de maximiser la part de leur participation au système éducatif, au système universitaire. Pour aller très très vite, on peut en débattre tout à l'heure, parce qu'il y a plusieurs justifications possibles évidemment pour cette admission préférentielle, mais en tout cas l'idée est celle-ci, c'est-à-dire que c'est une inégalité, puisqu'on préférera à talent égal le garçon ou la fille issu d'une minorité pauvre, mais pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons, et la bonne raison, c'est la maximisation de la part minimale. D'accord ? Donc ça, ce serait un exemple du principe à la fois de différence et du principe d'égalité des chances. Et qui respecte par ailleurs le principe méritocratique, donc c'est à talent égal. Hein. Alors, ça va ? Alors, si on poursuit un tout petit peu sur cette idée, donc principe de différence et juste inégalité, je reprends ici ce que je viens de dire. Les inégalités, si elles existent, doivent être telles qu'elles n'empêchent pas l'équité, c'est-à-dire pour Rawls, à la fois tout ce que je viens de dire sur l'équité, mais aussi la reconnaissance mutuelle d'égalité de statut. Formulé de manière un peu compliquée, mais c'est en vérité assez simple. Ça veut tout simplement dire que tout le monde a droit à une parité de participation et à une reconnaissance de son statut comme étant l'égal de tout autre. Et ça, encore une fois, par un certain nombre de mécanismes sociaux, on peut l'assurer socialement, dit Rawls. Le principe de différence, l'exemple du non-voyant et du pilote, n'est pas formulé au regard, et ça c'est important parce que c'est une réponse aux conséquentialistes, ou des utilitaristes, dont je parlais tout à l'heure, n'est pas formulé au regard des avantages socio-économiques effectivement atteints, parce que ça, ce serait regarder la conséquence, mais au regard des espérances associées aux différentes positions sociales. Ce qui veut dire qu'on ne fait pas, par exemple, pour reprendre l'idée de la discrimination positive, c'est toute la différence entre un quota et une discrimination positive. Un quota regarderait la conséquence. Okay, on fait des politiques de quotas, 50% de femmes, ça n'a jamais marché d'ailleurs, et donc on vise une conséquence particulière qui est 50% de femmes dans la vie politique. Ça, c'est une pensée d'une certaine manière conséquentialiste. Il se peut que la discrimination positive aboutisse exactement au même résultat, mais pas pour les mêmes raisons. Donc ce qu'on regarde, on ne regarde pas vers l'avenir, on regarde le présent, éventuellement le passé lorsqu'il s'agit de justice restauratrice vis-à-vis de la communauté noire dans les discriminations positives aux États-Unis. Mais vous voyez, ça c'est une différence de pensée. Donc on regarde les espérances légitimement associées à l'entrée dans un certain nombre de fonctions, à l'université par exemple, mais on ne regarde pas l'égalité effectivement atteinte entre les uns et les autres. Ce serait, dit Rawls, un endroit, une société communiste. Bon. Et le maximin, maximiser la part minimale dont je parlais tout à l'heure, veut dire qu'il faut qu'on trouve un arrangement qui soit tel, qui permette que l'indice des avantages des plus faibles soit maximisé. Encore une fois, mon exemple de tout à l'heure, mais il y a 1000 autres exemples, je prends celui-ci parce qu'il vous est peut-être plus familier. D'accord ? Alors, j'ai dit tout à l'heure que Rawls réfléchissait à la coopération sociale. C'est très important parce qu'il pense qu'à la fois en termes de talent et en termes de biens, il y a un gâteau commun. Il y a un gâteau commun et ce n'est pas en enlevant une part à l'un qu'on la donne nécessairement à l'autre. Il faut au contraire réfléchir à au meilleur consensus dans la distribution de la part sociale commune. Pourquoi les inégalités économiques devraient-elles être attachées à des positions ouvertes à tous ? Tout simplement pour une question d'égalité des chances, on vient de le voir. Et pourquoi doivent-elles servir l'avantage commun ? Pour cette question de coopération sociale que je viens d'évoquer. Mais le plus important dans cette affaire est celle de l'idée, pour Rawls, selon laquelle tous les sociétaires
bénéficie des talents des uns et tous les sociétaires peuvent bénéficier des richesses de quelques-uns. Donc ce n'est pas tellement une question de répartition, c'est une question de distribution, ce qui est très différent. Chez les libertariens dont on parlait tout à l'heure, il peut y avoir de très très gros écarts de richesse qui sont néanmoins justes. Chez Rawls, ce n'est pas possible. Donc Rawls serait en ce sens un social-démocrate avec une énorme classe moyenne et le moins d'écart possible entre les plus riches et les plus pauvres. Voilà. Pour cette question de coopération sociale et de distribution. Bon. Par ailleurs, vous avez remarqué, je reviens en arrière juste un instant, 1, 2A, 2B dans les principes. D'accord ? Eh bien, cet ordre est lexical. C'est-à-dire que le terme premier contraint les termes suivants, comme dans l'alphabet A, et puis B, et puis C. La liberté égale est plus importante que le principe de différence, et le principe de différence est d'une certaine manière plus important que l'égalité des chances. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, dont une est que les trois principes font appel à des espaces de justice différents. Une justice économique, la redistribution, qui doit profiter au moins bien loti, une justice méritocratique, à talent égal, on maintient la méritocratie, mais à talent égal, on maximise néanmoins la part des plus faibles, et enfin un espace éthique, civique, si vous voulez, qui est celui de la reconnaissance. Bon, tout ça, on l'a déjà dit. Passons au troisième tableau. C'est peut-être le plus important, et c'est peut-être... Non, c'est pas le plus important, mais c'est celui qui a suscité le plus d'ardeur chez les critiques. Ou plus exactement, c'est un autre type de critique qui s'exprime ici. Sur les principes dont on vient de parler à l'instant, ce sont essentiellement les philosophes de la distribution et qui s'attachent au mode technique de distribution des biens dont parle Rawls. Ici, on passe dans une autre dimension qui appartient à une critique de l'image même de l'espace politique que dessine Rawls. Cet espace politique-là, donc quittons pour un instant l'éthique économique et sociale et entrons dans la vision politique de Rawls. Je disais tout à l'heure qu'il a participé à la politique américaine, et pas seulement américaine, il s'est exprimé dans le monde entier sur un certain nombre de sujets importants. Et je disais aussi tout à l'heure que il est différent de Kant, dit-il, ce n'est pas sûr, c'est ce que disent ses critiques, en tout cas que c'est pas sûr, en ce sens où il dit « mon libéralisme à moi est un libéralisme purement politique, ce n'est pas un libéralisme métaphysique ». Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, il dit que les principes de justice qu'il propose, sur lesquels nous nous mettrions d'accord, ne s'adaptent pas à tous les types de sociétés. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le droit des gens », dans lequel il dit qu'il y a des sociétés qui ne sont pas des sociétés tolérantes, et ce pourquoi il est difficile d'imaginer transposer la théorie de la justice à l'espace international, par exemple. Est-ce qu'on pourrait le faire quand même ? Il y réfléchit dans cet ouvrage. Bon. Donc ça ne s'adapte pas à tous les types de sociétés, tout simplement parce que les principes ne sont pas universellement valides. C'est une remarque politique. Il pense que les religions révélées ou même l'utilitarisme sont d'une part des théories, d'autre part des croyances qui sont universellement valides, relèvent de la vérité d'une certaine manière, pas son libéralisme politique. Pourquoi ? Parce qu'il dit une chose très simple, et qui est très vraie, me semble-t-il, en politique, qui nous pose un certain nombre de problèmes aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'il dit « seule une justice procédurale, seul un débat public sur un certain nombre de principes qui portent sur le public eh bien, est capable d'assurer la coexistence et la coopération entre visions du monde rival. » C'est une chose assez simple pour le politiste. Seul compte la dimension politique de la coopération sociale et surtout n'y engageons pas nos, comme je disais tout à l'heure, doctrines morales et compréhensives, c'est-à-dire par exemple notre version de la vie bonne et notre religion. Ça ne fait pas partie de l'espace
dans lequel nous débattons, et ça ne peut pas faire partie de cet espace-là. Ça ne veut pas dire que ces croyances, ces valeurs, ces conceptions du bien ne soient pas valides, ne soient pas valables, ne soient pas raisonnables. Elles sont raisonnables, dit Rawls. Simplement, elles appartiennent à une autre sphère que la sphère politique. Elles appartiennent à la sphère privée. Bon. Ça nous paraît, nous, républicains, français, laïcs, relativement simple, mais Rawls le pose de manière extrêmement catégorique. Alors, que dit-il à ce sujet? Après, je vous parlerai de ses critiques. Il dit que les désaccords entre citoyens peuvent être raisonnables. Ils sont. Voilà. On a des désaccords, Antoine et moi, mais on est néanmoins des êtres raisonnables, et lui et moi-même. Le libéralisme rawlsien n'est pas un scepticisme. Il dit « je ne juge pas, vous avez vos opinions, ils sont raisonnables sans doute tous les deux, simplement, on ne peut pas sans frais les importer telles quelles lorsqu'il s'agit de conception du bien dans l'espace politique. » Comment faire, néanmoins, pour assurer ces bases sociales du respect de soi, et comment assurer néanmoins un fonctionnement juste dans une société lorsqu'il y a des visions du monde rivales qui s'opposent. Rawls, là encore, propose un autre terme qu'il appelle le consensus par recoupement, c'est comme les camemberts en mathématiques. Il dit on peut avoir un accord à minima entre différentes conceptions du bien, pour peu que nous n'engageons dans le public non pas notre vision de la vérité, mais si nous nous accordons de ne débattre en public que d'un certain nombre d'éléments qui nous permettent de nous entendre, tout en étant capables de poursuivre dans la sphère privée la vie bonne telle que nous l'avons définie pour moi-même. Donc cet espace de recoupement est un espace de convergence des valeurs, mais desquelles on exclut toutes celles qui ne sont pas compatibles avec l'exercice public de la raison, comme dirait l'autre. Voilà, ça se présente comme ça. Je trouvais ça assez joli. Donc on a tous des doctrines morales et compréhensives, mais on s'engage et on en retient que certains petits éléments, certains petits flocons pour une conception politique de la justice. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ne lisez que la dernière phrase, c'est peut-être la plus importante. Rawls pense que cet espace, celui-ci, là, celui de droite, l'espace plein, eh bien, devrait être suffisamment attrayant en raison pour nous et devrait être suffisamment convaincant eh bien, pour que nous acceptions de laisser au vestiaire un certain nombre de valeurs qui pourraient gâcher la belle ordonnance de ce sur quoi nous nous mettons d'accord publiquement. D'accord ? Encore une fois, pour nous, républicains, ce n'est pas très très compliqué à comprendre. Alors, pourquoi est-ce différent et en quoi est-ce différent de ce qu'on a connu avant Rawls ou à côté de Rawls et en quoi c'est un projet moderne ? D'abord, il dit, c'est une citation, pas la peine de la lire, je l'explique. Non, d'ailleurs, on va la sauter. Voilà. Rawls dit que le juste, et c'est ça la grande différence avec les philosophies antiques, par exemple, que vous connaissez mieux, c'est la sortie politique du bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une chose très simple pour ceux d'entre vous qui ont lu quelques classiques. Le libéralisme s'est construit en opposition au déchirement religieux, vous connaissez ça à travers Hobbes, et la mainmise du religieux sur le politique. Donc on a décidé que la religion est renvoyée à l'espace privé, et en politique, on n'argumente pas à partir de conceptions religieuses. Ce confinement à une autre sphère que la sphère publique ne veut pas dire disparition, bien entendu. On ne rend pas les gens areligieux, et d'ailleurs il n'y aurait aucun sens à vouloir le faire du jour au lendemain. Simplement, on leur demande de garder par-devers eux leur conception du bien, leur religion, etc., etc. Ces conceptions-là religieuses peuvent, dit Rawls, être tout à fait raisonnables. Elles sont raisonnables pour la plupart, simplement on vous demande de les laisser dehors. La contradiction est donc, ou la difficulté est donc de penser ensemble notre renoncement à débattre publiquement de notre foi et de notre conception de la vie bonne,
et de se mettre d'accord sur un certain nombre de principes qui puissent régir notre vie en commun. D'accord ? Donc c'est une sorte de scène du dédoublement qu'il nous propose, et c'est important parce que c'est justement là-dessus que ces critiques, dont je vais parler dans 3 minutes, se sont exprimées. Les communautariens en particulier. Rawls dit « le juste, c'est ce qui appartient à une délibération collective, raisonnable, entre êtres autonomes et applicable à de vastes domaines de la société. La justice, c'est ce que les hommes eux-mêmes, en raison, décident ce que c'est. Les principes dont on a parlé tout à l'heure. Sans vérité préexistante, sans vérité ex post, mais entre êtres doués de raison, sans métaphysique, sans religion. On se met d'accord sur un certain nombre de principes. Les partisans du bien, les communautaristes par exemple, j'en dirai un mot dans un instant, ceux qui pensent que c'est pas comme ça qu'une société peut fonctionner, que c'est une utopie qui n'est justement pas du tout réaliste, disent les hommes ne sont pas des monades, ils sont socialisés dans un contexte particulier, donc même avec la liste dont on parlait tout à l'heure, les principes de justice, souvenez-vous, sont choisis sur une liste, même si on nous donne une liste, on ne peut pas se défaire de notre socialisation familiale, par exemple. On a été élevé dans un certain milieu, avec une certaine histoire, dans une certaine religion. Comment peut-on penser que nous puissions nous engager dans le public et se mettre d'accord sur des principes de justice en faisant abstraction de notre identité épaisse ? C'est exactement sur cette question-là qu'arrive une nouvelle cohorte de critiques, qu'on a appelée un peu vite et un peu facilement les communautariens. Un peu facilement parce que même parmi les communautariens, certains disaient oui, c'est une bataille du team L, les libéraux, contre le team C, les communautariens. C'est évidemment infiniment simplificateur. Mais ils partagent tous les communautariens, une préférence pour le bien, pour aller vite. C'est-à-dire, ils pensent qu'il y a un vide logique dans la pensée de Rawls, et ce vide logique correspond à notre identité épaisse. C'est d'ailleurs une critique qu'on a souvent fait au libéralisme. Les individus ne sont pas des atomes, les individus sont des identités, ils ont une histoire. Et c'est exactement ce que disent les communautariens. Comment peut-on imaginer un seul instant que l'État libéral puisse être neutre et se désintéresser à la fois de la religion des individus et de leur conception du bien ? Ce n'est pas possible. Il ne peut pas non plus se désintéresser de l'appartenance ethnique des individus, de leur couleur, de leur langue, etc. Il ne peut pas. Pourquoi Rawls dit-il néanmoins qu'il faut partager et que les deux sphères doivent être totalement détachées l'une de l'autre ? D'abord parce que la politique est l'espace du partage, Arendt, ce qui est entre les hommes. Parce que la démocratie ou la politique tout court n'est précisément pas un lieu où on dit la vérité dernière sur les choses. La politique, ce n'est pas la vérité, c'est l'opinion, c'est le conflit des opinions, ce n'est certainement pas la vérité. Et par ailleurs, je ne sais pas si vous songez aux anciens, si vous avez une vision préconçue de ce que devrait être la vie bonne ou une société juste, alors il n'y a plus d'espace de débat. Ça ne peut pas être une société démocratique, puisqu'il n'y aurait plus de débat, puisque le but est déjà fixé par avance. Une société juste est définie par les Grecs, par exemple, a priori, alors que chez Rawls, elle est définie par les sociétaires qui en débattent. Il faut que les fins puissent entrer en conflit pour qu'on soit en présence d'une démocratie, dit Rawls. Alors, voici les challengers, et je vais aller un peu plus vite. En même temps, ce sont des gens assez bigarrés et assez rigolos pour partie. Ça va ? Non, ça va ? Ok. Alors, les challengers. Donc, on a vu au début, j'ai commencé par les théories de la justice concurrente, contre lesquelles Rawls écrit. Une fois donc qu'il avait écrit sa théorie de la justice, arrive une deuxième salve de critiques. Et ces critiques-ci se rattachent tous, comme je le disais à l'instant, plus ou moins à la conception, non pas antilibérale, mais sceptique à l'égard de la possibilité même du libéralisme. Et ils se partagent en 3 groupes, une distinction analytique, mais qui sera utile, que j'ai appelé le pluralisme des identités, des lieux et des principes. Je m'explique. Commençons par le premier. Le pluralisme des identités.
Les communautariens qui appartiennent à cette première branche, Sandel, McIntyre, ce sont des noms qui vous sont peut-être familiers, disent « Pourquoi voudrions-nous exclure notre identité épaisse, forte, historique, familiale, sociologique, du débat public ? Puisque nous sommes les individus que notre socialisation a fait de nous, eh bien, nous ne pouvons pas la mettre de côté. Je suis une histoire, dit McIntyre, qui est un des premiers communautariens et parmi les plus célèbres. Je suis une histoire, autrement dit, je suis ancré dans une histoire particulière et je ne peux pas m'en défaire. Sandel le dit autrement. Sandel, c'est un collègue de Rawls à Harvard. Il a fait sa thèse avec lui d'ailleurs, pour devenir son principal opposant. Il a un succès fou d'ailleurs. C'est un vous pouvez le regarder sur YouTube. Ses cours sont devenus une sorte d'industrie, puisqu'il arrive à faire cours devant 2000 étudiants dans le grand amphithéâtre de Harvard. Et il arrive même à les faire débattre entre eux. Donc c'est assez extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, et puis ah oui, c'est inouï. Et il est très 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 doué. Mais il me semble qu'on peut lui reprocher un certain nombre de petites choses dont je vais parler dans un instant. Bon, bref, lui dit l'individu est encombré. Alors que les libéraux voudraient, les libéraux rawlsiens, mais les libéraux en général, voudraient que les individus soient désencombrés. Désencombrés précisément d'effets de leur identité et de leur histoire. En ce sens, au sens où l'individu, selon les communautariens, sont des individus encombrés, qui ont une histoire, qui ont une identité, le communautarisme est une théorie de la loyauté, par opposition à une théorie de la justice ou de la coopération chez Rawls. La communauté, l'appartenance communautaire de la famille élargie, du groupe ethnique de la communauté, prime toute autre forme de solidarité. C'est ça que disent en gros les communautariens. Cette loyauté-là est première et elle est plus importante que les autres loyautés. l'État a donc pour eux un devoir moral d'accommoder les différents groupes et les différentes communautés. Non seulement un devoir moral, mais aussi il est juste que l'État accommode les différents segments qui composent la société. Bon. Dans la République une et indivisible, vous le savez, ce n'est pas possible. On ne peut même pas reconnaître les langues régionales, en tout cas pas signer la charte. Alors, quels sont les problèmes dans cette optique concernant le pluralisme des identités? Que disent les communautariens? Ils disent cet individualisme libéral où on prend l'individu libre, autonome, doté de raison, c'est irréaliste, d'une part, c'est dangereux, d'autre part, et c'est normatif. Bon, c'est dangereux pourquoi? Eh bien parce que ça mènerait évidemment, disent-ils, à une atomisation totale de la société, où plus aucune solidarité ne lierait les sociétaires, et où on n'aurait affaire qu'à des individus dans un rapport État-individu 1 à 1 qui n'a pas de sens. C'est dangereux parce que les individus seraient en état presque d'anomie et feraient des choses qui sont mauvaises pour eux. Et puis c'est normatif, c'est-à-dire c'est une décision libérale. Voilà, on a décidé qu'on s'adresse à l'individu et c'est comme ça. Or, on ne s'adresse pas à l'individu, disent les communautariens, on s'adresse à l'individu inséré lui-même dans un groupe. Deuxièmement, l'État, disent-ils, ne peut pas être neutre. Ça n'existe pas. Si on prend par exemple je ne sais pas moi, prenons, mais c'est un mauvais exemple en même temps. Bon, alors ne prenons pas cet exemple-là. L'État ne peut pas être neutre parce que le libéralisme, disent les communautariens, est lui-même une conception du bien. C'est déjà une vision selon laquelle la vie bonne, en tout cas on pourrait le traduire comme ça, c'est le libéralisme. C'est une des critiques les plus fortes qui ont été adressées à Rawls. L'État ne peut pas être neutre puisque l'État décide de ce qui est le mieux, le plus juste, etc., pour ses sociétaires. Et en décidant d'être dans le retrait et d'être dans la neutralité, alors il ne peut pas reconnaître précisément les individus dans leur dimension épaisse, et donc il ne peut pas, ce principe de séparation, propre au libéralisme du coup, ne peut pas porter préjudice aux communautés parce que l'État ne peut pas les reconnaître. Ne pas les reconnaître, ce n'est pas nécessairement grave, mais il ne peut donc pas non plus secourir un certain nombre de communautés vulnérables.
On a vu tout à l'heure que c'est faux, puisque les communautés vulnérables, il y a un certain nombre de mécanismes sociaux qui permettent au contraire de les secourir. Bon. Première série de reproches. Deuxième série de reproches, assez intéressante, portée par Michael Walzer, qui est un philosophe américain qui a écrit sur la guerre et sur la guerre juste notamment, qui a aussi écrit sur les protestants calvinistes genevois, enfin qui a écrit beaucoup de choses, dit que l'égalité telle que la comprend Rawls est un non-sens d'une certaine manière, parce que les critères de distribution ne peuvent pas être généraux à l'espèce. C'est-à-dire que selon le bien que l'on distribue, les critères de distribution doivent être différents. Si je distribue un poste politique, une place à l'université, l'appartenance à une communauté religieuse, ou etc., eh bien les critères de distribution des différents biens, matériels et immatériels, doivent être différents. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce que du coup, pour connaître la valeur du bien, il faudrait que nous sachions à chaque fois la valeur qu'accorde tel groupe à tel bien pour ensuite pouvoir décider de la manière dont nous allons le distribuer. D'accord ? Alors ça, c'est les différents biens. Prenons-en quelques-uns. L'appartenance. Comment distribue-t-on l'appartenance ? Comment régir justement le domaine des travaux pénibles, du temps libre, de la grâce divine ? J'y reviens dans un instant. Bon, il y a toute une série de sphères de justice, dit Walzer, dont la sphère la plus importante, pour nous là tout de suite, est la 11e, c'est-à-dire le pouvoir politique. Alors, c'est intéressant, il faut juste en dire un mot. Walzer dit « Chaque société possède différentes sphères, d'accord, qui sont définies par des biens différents qui y circulent et qui s'y distribuent. » Et Walzer dit ces biens-là, encore une fois matériels ou immatériels, doivent être distribués pour des raisons différentes, par des agents différents et à des individus différents, de sorte qu'il n'y a aucun empiètement d'une sphère sur une autre. Par exemple, très simplement, ce n'est pas parce que je suis riche en biens économiques que je dois également être riche en biens politiques. Ou ce n'est pas parce que je suis riche en biens spirituels, le domaine de la grâce divine, que je suis un grand prélat, que je dois aussi avoir le plus de prébendes politiques. Bon, c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'empiètement. C'est pour ça qu'il faut distinguer entre les raisons, les agents et les individus à qui on distribue. Alors ça apparaît assez attrayant comme manière de penser. Il appelle ça l'égalité complexe, justement, cette manière de distribuer, de sorte qu'aucun bien A ne se distribue en vertu de la possession d'un bien B. C'est ce que je viens de dire. Donc une égalité complexe. Pourquoi ? Ce n'est pas l'égale liberté, c'est une égalité complexe. Eh bien parce qu'elle se mesure avec des critères différents, dans des lieux différents. Là encore, ça peut être plausible. Pourquoi ça l'est finalement pas tant que ça ? Et pourquoi ce n'est finalement pas une très bonne critique de Rawls ? Selon Walzer, le sens des biens est contingent. Très bien, pourquoi pas ? Et repose sur des conventions sociales. Donc, selon notre conception de tel bien, nous lui accordons une valeur X ou Y. A priori, donc, on peut distribuer des biens différents dans des sphères différentes par des individus différents. Il n'y a pas d'injustice du moment qu'on respecte les différents critères de distribution dans les différentes sphères. Mais regardez ça. Les individus ont certes des droits qui vont au-delà de leur droit à la vie et à la liberté, mais ces droits ne découlent pas de l'humanité que nous avons en partage, ils découlent de notre conception partagée des biens sociaux. Ils ont un caractère local et particulier.
Donc les biens sociaux ont une valeur locale et particulière, contingente. À chaque fois, il faudrait rejouer la scène primitive pour se mettre d'accord sur la valeur des biens. Ce qui ne me paraît pas, très très convaincant. Et ici, c'est encore plus clair. Du point de vue de l'égalité complexe, cela n'a aucune importance que vous ayez un yacht et pas moi, que votre appareil IFI est supérieur au mien. Les gens attachent de l'importance à ces choses ou pas. C'est une question de culture, non de justice distributive. Bon, s'il fallait être convaincu de la critique qui est vraiment trop oblique pour porter véritablement, on le trouve ici. Si c'est une question de culture et non pas de justice distributive, alors on ne peut aboutir à aucune forme de coopération sociale pour une raison simple qui est évoquée ici, c'est-à-dire que on est avec Walser, non pas dans un consentement hypothétique et dans une généralité des biens à distribuer pour assurer quoi? Pour assurer l'égal respect de tous. Donc ça a une importance que l'un aille haute et l'autre pas, pour cette raison d'égale dignité, justement, mais ici basé sur un consentement véritable, sur un consentement substantiel, qu'il faudrait rejouer, en effet, à chaque fois. Et ce qui est intéressant dans les deux démarches, même si intellectuellement c'est tout à fait attrayant, chez Rawls, le pluralisme lexical dont on a parlé tout à l'heure, cette ordonnance lexicale des principes, eh bien, la procédure, finalement, efface l'hétérogénéité des principes, si elle n'était pas déjà effacée par la situation originelle. Chez Walser, l'égalité complexe telle qu'on vient de la voir, le pluralisme et l'hétérogénéité, au contraire, résultent de l'appréciation sociale des biens à distribuer. D'accord ? Donc c'est une critique très, très étrange qu'il adresse à Rawls, où finalement il résout le problème en divisant la société en autant d'espaces et en essayant de réinventer pour chacun de ces espaces des critères de distribution. Sachez qu'en France, cette théorie a été tout à fait en osmose avec ce que fait le sociologue Luc Boltanski, je ne sais pas si vous le connaissez, qui parle de cité. Il y a la cité de Dieu, comme chez Augustin, la cité de la justice, etc. Et il pense à peu près dans des termes identiques. Simplement, il ajoute que, ça s'appelle De la justification, l'ouvrage, c'est paru chez Gallimard. Simplement, il ajoute que c'est les modes d'argumentation et les modes de justification qui diffèrent dans chacune des sphères. Mais laissons ça de côté. Passons plutôt à la troisième critique qui est la plus intéressante, et je finirai là-dessus. Le pluralisme des principes. Ça, c'est Sandel, donc le gars dont on parlait tout à l'heure, qui est devenu une industrie à Harvard. Lui, à mon avis, il fait une erreur de raisonnement, mais je n'aurai pas le temps de le développer ici, mais voilà ce qu'il dit. Toujours sur cette question de juste et de bien et sur le caractère irréaliste de la théorie de Rawls. Il pose trois questions. 1. Est-ce qu'il est raisonnable de mettre entre parenthèses les questions morales importantes lorsque nous devons trouver des critères de justice? Est-ce qu'il est raisonnable de mettre entre parenthèses les questions morales importantes étant ces fameuses doctrines morales et compréhensibles dont on parlait, la religion par exemple, notre attachement à une religion, quelle qu'elle soit. Deuxième question, est-ce que ce pluralisme raisonnable, souvenez-vous, Rawls dit toutes ces conceptions différentes sont raisonnables, mais elles ne peuvent pas faire de la politique. Ce n'est pas avec elles qu'on fait de la politique. Elles sont toutes raisonnables, elles vous appartiennent, mais il faut qu'on trouve un espace de convergence dans lequel on n'engage pas notre vérité et notre foi dernière. Est-ce que ça n'existe qu'en termes de morale compréhensive, en termes de religion, en termes de vision du bien? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, autrement dit, que ce pluralisme existe aussi dans les principes de justice? Pourquoi retenir 1 de A, de B? Pourquoi retenir ces critères de justice-là? Et pourquoi les justifier par l'espace politique, qui est un espace d'opinion, de conflit, etc., et non pas un espace qui relève du bien et de la vérité dernière? Troisièmement, ça c'est le plus problématique, l'exclusion de la dimension morale ou religieuse de la raison publique, est-ce que ce n'est pas inutilement rigoureux? L'idée de Sandel ici étant de dire ce serait quand même vraiment bien qu'on puisse débattre
de nos doctrines morales et religieuses publiquement. Parce que pour savoir s'il faut vraiment les exclure du débat public, il faudrait qu'on puisse en parler. Ça réenchanterait le politique. Le politique est devenu une sorte de machine un peu molle, un peu morne, sauf en période électorale, abstention, etc. Donc le politique est désenchanté. On ne met dans le politique que ce qu'on peut tous partager. Donc forcément, c'est une sorte de valeur médiane. C'est rien de particulièrement excitant. Alors que si on pouvait débattre de nos opinions religieuses en politique, là, ça aurait du panache, ça réenchanterait le politique. Alors, quelques mots sur chacun, très rapidement, sur chacune de ces questions. Les exemples que les uns et les autres donnent, et Sandel en particulier, qui n'est jamais à court d'exemples, sont toujours les mêmes. Et sur le caractère raisonnable de mettre entre les parenthèses les questions morales importantes, il en donne deux. Et d'autres philosophes font de même. L'avortement et l'esclavage. Bon, je vais en prendre qu'un, prenons l'avortement. En gros, l'argument se présente de la manière suivante, chez les communautariens et chez Sandel en particulier. Pour savoir s'il est raisonnable de mettre la morale entre parenthèses, il faut que nous sachions laquelle des deux thèses qui s'opposent dans le débat sur l'avortement est la bonne, est vraie. Il dit, pour l'Église catholique, avorter, c'est tuer un enfant, alors que pour un libéral, ce qui compte et ce qui prime, c'est la liberté et l'égalité de statut des femmes et le fardeau qui pèserait inégal, asymétrique, qui pèserait sur les femmes si on les privait de cette décision importante-là, si elles souhaitaient toutefois la prendre. Pour décider d'une législation sur l'avortement, il faut que nous nous rangions, et l'État donc aussi, d'un côté ou de l'autre. Il faut que nous sachions s'il y a, autrement dit, pour aller très très vite, s'il y a une différence moralement significative entre un fœtus et un embryon à un stade précoce du développement. Et si nous pensons qu'il y a une différence significative, alors très bien, nous pouvons décider que l'avortement est licite, puisque nous nous mettons d'accord là-dessus, et parce que nous ne voulons pas qu'un fardeau asymétrique pèse sur les femmes, pour aller très très vite, le débat est très très long, comme vous le savez. Or, si nous décidons qu'il n'y a pas de différence moralement significative entre un fœtus et un embryon à un stade précoce, alors il faut bien que nous disions non, parce que cela s'apparente alors en effet à un meurtre. Comment décider ? Et Sandel dit, on ne peut pas décider de cette question-là si on met entre parenthèses les questions morales importantes. Est-ce que c'est vrai ? On pourra en débattre tout à l'heure. Je pense personnellement que ce n'est pas vrai, qu'il y a un certain nombre de mécanismes qu'on peut faire jouer, même si, bien entendu, pour le libéral, la réponse n'est pas évidente, mais en tout cas, elle est ferme. Elle porte sur la distinction entre la morale personnelle et la morale politique, elle porte sur la loi de la majorité, elle porte sur l'égalité de statut de la femme et toute une série d'autres arguments. D'accord ? Donc on peut aussi contrer cet argument-là en disant ce n'est peut-être pas la bonne question. Le deuxième exemple est intéressant, juste en un mot. Sandel dit, dans les grands débats abolitionnistes, si on n'avait pas fait parler les protestants aux États-Unis, Lincoln en particulier, eh bien on n'aurait jamais pu voter l'abolition. Jamais. Pourquoi ? Non mais réfléchissez-y, pourquoi ? Est-ce qu'on a besoin de voix religieuses en politique, ou est-ce qu'on ne peut pas, comme dit Rawls, une fois la question mûrement pesée, et dans la mesure des principes qu'il énonce, décider que l'esclavage, c'est pas bien. Ça, c'est un autre argument qu'on peut opposer à Sandel. Bien, première question. Deuxième question. Ne regardez pas. Est-ce que le pluralisme raisonnable n'existe que dans ces matières-là, dans les matières morales, religieuses, etc. Et pourquoi pas en termes de principes de justice ? Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer d'autres critères de justice ? Et vous le savez, Rawls dit non, une fois les choses mûrement pesées, on aboutirait à ces deux principes-là. Les communautariens disent, et je n'irai pas plus loin, les sociétés contemporaines, celles dont parle Rawls, les sociétés historiques, les démocraties constitutionnelles d'aujourd'hui, sont traversées par autant de controverses
sur la justice que par des controverses morales, sur la morale ou sur les doctrines religieuses. Et, en termes de justification, ce n'est pas parce qu'il y a désaccord que l'État doit nécessairement être neutre. Mais là encore, c'est un mauvais argument. L'État n'est pas neutre. L'État essaye... Enfin, l'État n'est pas neutre. L'espace politique n'est pas neutre puisqu'on procède à un vote dans un certain nombre de questions importantes. Bon, et si on accepte les règles du jeu démocratique et du jeu de la majorité, alors on n'est pas neutre au sens où, à minima, on exprime une opinion. D'accord ? Et enfin, dernière question, mais j'ai déjà répondu d'une certaine manière, est-ce que ce n'est pas inutilement rigoureux d'exclure les doctrines morales du débat public ? En effet, la thèse communautarienne est de dire qu'il faut pouvoir débattre de tout publiquement, y compris de la religion, qui, comme chacun sait, relève de la foi de chacun, relève de la vérité et non pas de l'opinion. Et le risque est évidemment, et je conclurai là-dessus, ça c'est intéressant, le risque est évidemment, après, bon alors d'abord Rawls oppose une chose très simple à cette idée du réenchantement de l'espace politique par un débat sur la... Vous imaginez un débat sur la vérité dernière des religions et sur la contribution de chacune des religions représentées en France sur la bonne marche de la politique? C'est insensé, c'est un déchirement garanti. Rawls dit, pour vérifier, c'est une règle de conduite politique assez simple et assez convaincante, je trouve, il dit, pour savoir si on est dans la juste raison publique, pour savoir si on est bien en politique et non pas dans un autre espace, il faudrait faire comme si, mais vous pouvez remplacer le juge de la Cour suprême par un membre du Conseil constitutionnel en France ou du Conseil d'État, il faudrait se mettre dans la peau d'un juge qui a un devoir de réserve et qui ne peut pas mettre en balance, lorsqu'il procède à une délibération avec ses collègues, ses propres convictions, qui reflète, il est représentant, il est élu ou nommé, peu importe en l'occurrence, mais il est représentant de l'ensemble des sociétaires et il ne peut pas faire parler sa propre morale personnelle dans les débats ou dans les arrêts qu'il est amené à rendre. Donc je disais que j'allais conclure sur le déchirement. Je pense qu'il y a une face claire et une face optimiste. Évidemment, la face claire et la face optimiste, ça peut être tout à fait intéressant que de confronter ou de faire venir dans l'espace public des représentants des religions pour nous instruire tout simplement pour nous instruire sur ce que dirait le judaïsme, le catholicisme, le protestantisme, l'hindouisme sur un certain nombre de problèmes moraux auxquels une société doit faire face. Très bien, parfait. Pluralité des opinions, mais ce n'est pas sur fond de cette contribution-là que nous devons faire de la politique, me semble-t-il. Et la face sombre, c'est effectivement le réveil d'antagonismes tout à fait irréconciliables, parce qu'on ne peut pas, je vous défie de débattre de votre foi et de convaincre l'adversaire en politique de votre bonne raison ou de votre bonne foi. Voilà, merci. Merci à vous.